Les mots. Quelle mystérieuse et surprenante existence que celle des mots, et comme elle est différente de la nôtre, et comme elle est plus belle encore. Nous naissons sans savoir pourquoi, après n'avoir été que momentanément désirés, et la plupart des hommes meurent sans que l'on ait compris la raison de leur passage sur terre. Tel n'est pas le cas des mots. Les mots ne viennent au monde que si l'on a absolument besoin d'eux. Ils naissent en une seconde et l'on s'aperçoit tout à coup qu'ils sont indispensables et l'on se demande comment on a pu se passer d'eux si longtemps. Mais, si d'aventure on se trompe, si l'on fait naître un mot qui n'était pas réellement nécessaire, si l'ayant utilisé pendant quelques jours, on convient qu'il est de trop et qu'il fait double emploi, il passe alors rapidement de mode. On n'y pense plus, il finit par disparaître complètement. Hélas, il n'en est pas de même parmi nous, et le temps n'est pas proche où l'on pourra supprimer les êtres dont l'utilité n'aurait pas été reconnue. Les mots vivent en commun, ils se reproduisent entre eux, de sorte qu'un mot, il faut bien l'avouer, n'est jamais tout à fait nouveau, et pour peu qu'on en ait l'habitude, on découvre en chacun d'eux, bien aisément, ses origines. Le plus souvent, la mère est latine, et parfois le père est anglais. Attention, nous ne devons pas contester l'existence d'une infinité de mots dont la naissance est ignorée, dont la provenance demeure inconnue. On dit que c'est de l'argot. Ce sont les petits voyous de la langue, ce sont des bâtards. Ils sont nés d'un coup sec, pour les besoins d'une cause mauvaise, sans doute, mais qu'importe. Ils vivent et ils ont la vie dure. Ils viennent des faubourgs, ils y ont grandi, ils y sont devenus populaires, mais ils n'y sont pas restés. Ils se faufilent dans tous les milieux, dans toutes les phrases, hardiment, gaiement. Ils détonnent un peu, certes, et les belles dames les prononcent en rougissant, mais ils ont un parfum, une odeur, si vous préférez, dont le charme est bien grand. Seulement, ils sont terribles. Ils ne se font pas annoncer, et bien souvent, on ne voudrait pas les laisser passer. Mais leur adresse est telle qu'ils vous échappent et vous n'y pouvez rien. Vous l'avouez vous-même. Vous dites « Excusez-moi, ça m'a échappé ». Et nous vous excusons parce que nous savons bien que ça n'est pas votre faute. Nous savons qu'il n'y a pas moyen de les élever, ces petits voyous, et nous y renonçons d'ailleurs en souvenir du jour où leur spontanéité nous a tirés d'embarras. En effet, ils raniment quand ils veulent une phrase mourante, ils la stimulent, ils lui donnent un relief soudain, et le plus vilain d'entre eux, bien placé, entre deux mots, entre deux portes, dans l'oreille, a fait se pâmer plus d'une femme. Les mots ont une existence infiniment longue comparativement à celle des humains, et ce ne sont pas les mots les plus employés qui meurent le plus rapidement, non, bien au contraire. Les mots ne meurent pas de vieillesse, c'est ça qui est beau. Ils meurent dans l'oubli, et c'est à force de ne plus servir qu'ils disparaissent. Quelle leçon ils nous donnent. Les repas. Chaque repas que je prends en dehors de chez moi confirme mon opinion sur la déplorable façon actuelle de recevoir. Je ne suis ni extrêmement difficile, ni ce qu'on appelle un goinfre. Mais comme on ne fait que 2 grands repas par jour, il m'est désagréable, odieux même, de sacrifier l'un ou l'autre. Je déteste la bonne franquette. Je hais la fortune du pot. Or, la coutume, ou plus exactement la mode, veut qu'on n'attache plus aucune importance aux aliments et aux boissons que l'on offre. Pourvu que ce soit bon, qu'il y en ait assez, disent les maîtresses de maison, et elles ajoutent « D'ailleurs, on mange toujours trop. » Ah, mais non, vous m'avez invité pour me nourrir, pas pour me soigner.
Et puis c'est avec des principes pareils qu'il n'y en a jamais assez et que ça n'est pas bon. Mettez-vous bien dans la tête qu'on ne sauve pas un dîner en ajoutant à la dernière minute des macarons. C'est inouï. Madame, lorsque je m'assieds à votre table, je vous donne une marque de confiance dont vous devez vous rendre digne. Et croyez-moi, je n'en fais pas uniquement une question de nourriture. Quand un dîner est mauvais, ça ne prouve pas seulement que le dîner est mauvais, ça prouve que le café ne sera pas buvable, que les liqueurs seront oubliées, les cigares omis. Ça prouve que vous ne tenez pas à ce que je revienne, ça prouve que j'ai eu tort de venir. Pourquoi ai-je l'impression qu'autrefois on agissait différemment? À quoi faut-il attribuer cette insouciance des amphitryon? À leur avarice? Oui, d'abord, bien sûr, mais aussi, mais surtout, cela tient à la facilité qu'on a d'ouvrir sa porte à n'importe qui, ou presque. Il faut estimer ses convives. Or, on s'invite à dîner pour faire connaissance, on commence par s'alimenter, on rend l'invitation, on fait ça 3-4 fois, et le plus souvent, on s'aperçoit, trop tard, que l'amitié ne vient pas en mangeant. Et oui, trop tard, vous ne pouvez plus vous dérober, le pli est pris, c'est l'engrenage. On sait que vous avez dîné à plusieurs reprises les uns chez les autres, on croit que vous êtes des intimes, on ne s'explique pas vos sévérités réciproques, car pour tout le monde, vous êtes des amis, excepté pour vous. Est-il un plaisir plus savoureux que d'avoir à sa table deux amis gourmands et joyeux? Je dis deux parce que manger, c'est comme causer, il ne faut pas être nombreux. Moins on est de fous, plus on rit. Car il faut bien l'avouer, on ne s'amuse jamais lorsqu'on est 15 ou 20 à table ou ailleurs. Un grand dîner, par exemple. Mais c'est sinistre, un grand dîner. On n'est jamais placé où l'on aurait souhaité l'être. On a toujours trop chaud, on est mal, on mange fort peu d'un tas de choses compliquées, prévisibles. C'est partout la même truite saumonée, le fatal filet jardinière, avec ses 4 petits pois dans une minuscule croustade, la glace à la framboise et le fromage dont tout le monde a envie et que personne n'ose entamer. Que la vie est douce, que l'on bavarde bien quand on n'est que 4 et qu'on a mangé chacun son perdreau. Si vous aimez avoir chez vous des gens célèbres, ne les invitez donc pas tous à la fois. On brille mieux quand on est seul, et les gens célèbres préfèrent ne pas se rencontrer. Conviez-les chacun à leur tour, offrez-leur de bons mets et de bons vins, et vous les aurez souvent chez vous, et au moins vous pourrez profiter d'eux. L'indulgence. Voilà bien la plus intelligente des vertus, la plus maligne, la plus délicate. Aussi, pourquoi vous en voudrais-je d'un mot blessant, d'un geste maladroit, d'une vilaine pensée? Il faut avoir pour chacun la somme de bonté qui lui fait défaut. La fantaisie. Tout compte fait, je place la fantaisie en tête des qualités humaines. Une décision aussi grave, aussi, disons le mot, capitale, ne va pas sans explication, et je m'explique. La bonté, le courage, la probité sont des vertus dont on ne peut pas contester l'existence, la valeur, l'utilité. Mais il faut être juste. Il ne faut pas se laisser aveugler par son admiration. Il faut enfin reconnaître que ces vertus se manifestent à peu près de la même façon chez tous les individus qui les possèdent. La bonté, par exemple, celle d'un pharmacien, ressemble à s'y méprendre à la bonté d'un fruitier. La probité,
La probité d'un capitaine d'infanterie ne diffère pas de celle d'un fabricant de porte-manteaux. Le courage, mais le courage d'un imbécile est semblable à celui d'un esprit fleuri, charmant et disert. Il n'y a pas deux sortes de bonté, il n'y a qu'une espèce de probité, et je ne connais pas deux façons d'être courageux. Résumons-nous. Les vertus ne sauraient nous être personnelles, elles nous ont été prêtées et nous devons les rendre intactes afin que d'autres puissent s'en servir après nous. Par contre, la fantaisie, elle n'est pas un prêt, c'est un don. C'est un don merveilleux dont la rareté augmente la valeur. C'est une faculté qui a le pouvoir de s'adapter malgré nous-mêmes à toutes nos actions en les colorant. Mais j'y pense, c'est bien plus qu'un don, c'est plus qu'une faculté, c'est un sens, c'est un sixième sens, si bien que ceux qui en sont privés sont à mes yeux des espèces d'infirmes. Nous ne sommes ni le maître, ni l'esclave de notre fantaisie, elle fait partie de notre organisme. Mais si nous n'en sommes pas l'esclave, nous en sommes parfois la victime. Notre fantaisie souffre et nous fait souffrir alors de la médiocrité des gens. Cependant, les joies qu'elle nous procure sont si nombreuses et si grandes que nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre de cet inconvénient. La fantaisie est un sens au point que si nous voulions nous en défaire, nous ne le pourrions pas. On a vu des gens très honnêtes pendant la première partie de leur existence qui devenaient tout à coup escrocs, voleurs, bandits, parce que l'honnêteté est une vertu prêtée. Tel n'est pas le cas, je le répète, de la fantaisie qui naît, vit et meurt avec nous. La fantaisie ne s'acquiert pas. Elle se développe et elle est à ce point si personnelle à chaque individu qu'il est impossible de la pasticher. C'est la fantaisie artistique. Jamais la fantaisie la plus effrénée, la plus folle ne devient un travers. C'est toujours une qualité. L'orgueil. L'orgueil nous préserve des maux les plus grands. Sans l'orgueil, nous connaîtrions l'envie, la colère, le désir de nous venger, l'amertume et l'ennui. Que de peines évitées grâce à l'orgueil qui nous cuirasse et nous protège. Que de satisfaction intérieure, que de joie délicate nous lui devons. L'orgueil n'est pas ainsi que l'affirme M. Larousse, la trop avantageuse opinion de soi-même. Non, pourquoi tromper le monde ? Pourquoi lui dire que l'orgueil est un défaut, que c'est un péché ? L'orgueil est une passion, comme l'amour. Comme l'amour, il fait commettre des crimes. Comme l'amour, il excite, il stimule. L'amour inspira sans doute les plus beaux vers, et nous devons à l'orgueil les plus superbes mots qui étaient dits. L'orgueil fait partie de cette tendresse infinie que l'on doit avoir pour soi-même et sans laquelle le bonheur me paraît improbable. Il y a 3 façons, je pense, de porter son propre orgueil. Primo, comme on porte une épée, ça c'est magnifique. C'est magnifique, mais ça demande des aptitudes assez rares, telles que la beauté du corps, la distinction naturelle, l'élégance de l'esprit, le courage, l'intelligence. Bon, passons. La seconde façon, la plus répandue, de porter son orgueil est assez irritante. On le porte masqué, et alors il prend le nom de modestie. Les modestes, avec leur singerie, avec leur feinte résignation à la médiocrité, avec leur sourire désabusé, font un mauvais calcul. Je préfère la 3e façon de porter son orgueil, en soi. Il faut avoir un immense orgueil, il faut sans cesse l'entretenir. Mon orgueil à moi est si grand
que je considère avec une émotion joyeuse tout ce qui m'arrive. Je me dis, faut-il que cela soit bon pour que cela me soit arrivé? Il faut placer son orgueil hors d'atteinte. Il faut qu'il soit inaccessible, inébranlable et, s'il se peut, complètement invisible. Car vu de loin, mal vu, vu simplement, l'orgueil ressemble à de la vanité et c'est laid. La vanité, c'est l'orgueil des autres. La montre. La montre est un petit animal à sang froid qui vit dans une coquille repliée sur lui-même. Parmi les 1000 petits chefs-d'œuvre de la nature, il n'en est pas de plus mystérieusement compliqué ni de plus joli. La montre est un animal dont les origines sont connues et dont la forme s'est constamment modifiée. Autrefois, sa coquille était bombée, dodue et ronde. À présent, la montre devient de plus en plus plate. La montre, animal domestique, peut être classée dans la famille des parasites. Elle vit en effet de préférence sur l'homme. Cependant, il faut croire qu'elle s'échapperait volontiers et changerait d'homme si l'on avait la bonne et prudente habitude de la mettre en laisse et de l'attacher à son vêtement par une chaîne solide. Les battants du cœur de la montre rendent un son métallique et sa respiration est si régulière qu'on la donne en exemple aux malades. Et d'ailleurs, la montre est un des animaux les plus sujets aux maladies, les plus fragiles. Il faut prendre grand soin de sa montre, ne pas l'exposer au froid et surtout ne pas la taquiner. Elle possède un tempérament lymphatique et sans cesse, il faut la remonter. Les pattes, au nombre de 2, sont semblables à des pattes d'insectes, mais n'étant pas de la même taille, il est facile de comprendre que l'une est plus grande que l'autre. Chez une montre normale, il faut à la grande patte 1 heure exactement pour faire le tour de son ventre, tandis que la petite met 12 heures pour faire la même chose. La montre possède un gros intestin, comme vous et moi, et ce gros intestin affecte la forme spiralique. La montre est l'animal connu qui a le plus de dents. Ces dents, disposées en rond autour de petites roues, assurent une mastication régulière du temps. Elle ne mange pas autre chose. L'économie. Lorsque vous dites que l'avarice est un défaut, nous sommes les meilleurs amis du monde. Mais lorsque vous ajoutez que l'économie est une qualité, il y a un petit froid dans nos relations. Ah, que je n'aime pas l'économie. L'avarice est laide, mais l'économie est ridicule. Je ne conteste pas, non, je ne suis pas complètement fou, l'utilité, la nécessité d'équilibrer son budget, de se conduire avec sagesse dans la vie. Je ne préconise pas les dépenses insensées, il faut mettre de l'argent de côté. Il faut en effet penser à l'avenir. Il faut préparer une vieillesse exempte de soucis. Il faut mourir en ayant assuré aux siens la nourriture et la tranquillité. Tout cela est exact, et sans doute je m'y conformerai moi-même. Mais cela n'a aucun rapport avec l'économie journalière, incessante, insupportable. Sachez vous priver d'une chose qui vous tente si vous n'avez pas les moyens de la bien faire. Comprenez-moi bien, c'est dans la dépense que l'économie me déplaît. L'avarice, toute affreuse qu'elle est, possède un avantage sur l'économie. Elle peut être dissimulée. Étant avare, vous n'avez qu'à mentir et vous tromper le monde, vous niez avec énergie l'existence d'une fortune dont vous voulez être seul à profiter. Mais d'ailleurs, l'avarice est bien plus qu'un défaut, c'est une passion. Si c'était un défaut, vous en seriez le maître. Or, vous en êtes l'esclave.
En somme, je commettais une erreur en écrivant que l'avarice pouvait être dissimulée. Mais en fait, elle doit l'être, et elle l'est. Tandis que si vous êtes économe, cela éclate à chacun de vos gestes et dans toutes vos paroles. L'avarice est un cancer. L'économie est une maladie de la peau. À ce propos, Robert de Montesquieu parle avec infiniment d'esprit d'une dame qui conserve dans son armoire une boîte de carton sur laquelle ces mots seuls sont écrits, petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien. Être économe de petits bouts de ficelle, c'est faire une chose à moitié. Alors qu'être avare. Le courage. Il ne faut pas confondre la bravoure et le courage. Il ne faut pas confondre la lâcheté et la peur. Être courageux, c'est attendre le danger. Être brave, c'est aller au-devant du danger. Le courage est une vertu, tandis que la bravoure est un phénomène nerveux comme la peur. D'ailleurs, ne dit-on pas que la bravoure est la fuite en avant? L'homme qui est brave et l'homme qui a peur s'imaginent toujours qu'ils sont en danger, et bien que la conduite du premier soit l'opposé de la conduite du second, ils obéissent tous deux à leurs nerfs, leur instinct seul les guide, et ils sont irresponsables l'un de l'autre. Donc, la bravoure et la peur se manifestent spontanément, tandis que le courage et la lâcheté sont des sentiments raisonnés. En face du danger, on peut être lâche ou courageux sans perdre un instant sa lucidité d'esprit. Seulement, il ne faut pas être lâche. L'argent. Ce qui prime tout dans la vie, c'est l'argent. Sans argent, il n'y a pas de bonheur possible, et jusqu'à une certaine limite, l'argent fait le bonheur. Cette limite varie selon les besoins de chaque individu. Il ne faut pas manquer d'argent et il ne faut pas en avoir beaucoup trop, parce que ceux qui en ont beaucoup trop se le font prendre par ceux qui n'en ont pas assez, et s'ils ne se le laissent pas prendre leur argent, ils deviennent odieux. Il est bien évident que Bill Gates n'est pas l'homme le plus heureux du monde parce qu'il en est le plus riche. Mais il est bien évident aussi que l'homme le plus pauvre du monde en est le plus malheureux de tous. Nous ne pensons qu'à l'argent. Celui qui en a pense au sien, celui qui n'en a pas pense à celui des autres. C'est notre plus grande préoccupation, donc l'argent prime tout. Mais ce n'est pas tout, il y a la santé. Nous hésiterions à compromettre notre fortune pour affermir notre santé quand d'autres n'hésiteraient pas à compromettre leur santé pour doubler leur fortune. Pas vous, du moins. Le malheur des autres. Il ne faut pas trop s'affecter du malheur des autres. Il arrive chaque jour, entre la place de Neuve et la Coraterie, un nombre d'accidents qui ne varie guère. Donc, chaque accident arrivé à autrui est un accident évité par vous. Le nombre des maladies et des larmes est équilibré de la même façon. Et chaque fois qu'un homme meurt, ce n'est pas vous. Merci.